Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartoriale. Aujourd'hui, nous avons une surprise pour vous. En effet, j'ai la joie, l'honneur de recevoir parmi nous quelqu'un que vous commencez à bien connaître sur cette chaîne, puisqu'il s'agit de mon ami Julien Scavini, qui, depuis presque un an maintenant, possède sa propre rubrique, les chroniques de Julien Scavini, que vous appréciez d'ailleurs particulièrement sur cette chaîne. Et donc nous avons décidé aujourd'hui de nous revoir, puisque la dernière fois que nous avions reçu Julien, nous avions parlé quasi exclusivement de pantalons. Et je voulais débattre avec lui d'un sujet un peu plus large et d'un sujet sur lequel nous recevons encore de nombreuses questions et qui est le suivant. Que peut-on attendre d'un salon de sur-mesure, et notamment de son salon de sur-mesure, mais plus globalement, quelle est la différence donc entre la grande mesure, la petite mesure, la demi-mesure? Vous savez, le plus ce sujet se développe, le plus il y a parfois des usurpations sémantiques, et surtout, le plus vous vous posez la question, qu'est-ce que j'ai le droit de demander? Est-ce que j'ai le droit de demander des revers de telle ou telle taille? Est-ce que j'ai le droit de demander différents types de poches, etc. Donc aujourd'hui, nous allons, avec mon ami Julien, sans filet comme d'habitude, sans aucune note, débattre ensemble de ce sujet. Bonjour Julien, comment vas-tu? Bonjour Hugo, merci pour m'accueillir. Eh bien écoute, c'est toujours un plaisir. Nous venons d'ouvrir une petite bouteille de champagne pour nous mettre dans l'ambiance, parce qu'avec Julien, nous aimons bien partager quelques bulles. Et donc nous allons rentrer de plein pied dans ce sujet, parce que nous nous sommes aperçus, et je pense que le mouvement s'amplifie depuis quelques années, alors bien sûr dans le monde du mariage, mais peut-être aussi dans le monde plus général du vêtement masculin, que tous les gens qui se tournent vers le style classique ont plutôt tendance aujourd'hui d'aller vers la demi-mesure. D'ailleurs, c'est ma première question, est-ce que tu as vu, toi, une montée en puissance du sur-mesure par rapport au prêt-à-porter en général? Alors, est-ce que moi, à titre personnel, j'ai vu une montée en puissance légèrement, parce que je ne suis qu'une boutique, oui. Mais je sais que le marché du sur-mesure vit un vrai boom, oui. Qu'il y a un développement très important. Alors, est-ce qu'il est dû... Alors, c'est difficile à expliquer. Est-ce qu'il est dû à une envie des gens d'avoir du sur-mesure, ou est-ce qu'il est dû à un prêt-à-porter de moins en moins bon? Parce que ça, c'est un vrai sujet aussi. Alors, moi, d'après ce que je sais, depuis 3 ans, le phénomène s'est amplifié, mais je crois qu'il y a déjà 3 ans, pour la première fois, depuis toujours, je pense, qu'il y avait à Paris plus de salons de sur-mesure que de boutiques de prêt-à-porter italiens. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, il y a encore, on va dire 10 ans en arrière, c'est sûr 10 ans en arrière, les Italiens avaient la main mise sur le prêt-à-porter à Paris, il y avait du Canali, il y avait du Palzilleri, il y avait toutes ces grandes maisons qui trustaient le marché du vêtement classique masculin. Et aujourd'hui, alors c'était il y a 3 ans déjà, je pense que le mouvement s'est encore amplifié, il y a plus de salons de sur-mesure. Alors, comment pourrait-on... Est-ce que tu as ta petite explication derrière ce mouvement? Alors, je sais en particulier qu'à Paris, oui. C'est un marché assez unique parce qu'il y a depuis probablement plus de 10 ans beaucoup de salons de mesure et qu'il y a une appétence pour les Parisiens aux vêtements réalisés exclusivement, oui. Si tu veux. Et donc, le prêt-à-porter a beaucoup souffert de ça à Paris et en France peut-être, mais surtout à Paris. Ça a étonné beaucoup les groupes internationaux qui venaient pour ouvrir des boutiques, oui. Parce qu'en fait, ils ont découvert qu'en prêt-à-porter, c'était pas du tout l'Eldorado qu'ils espéraient. Exact. Voilà, il y a eu beaucoup d'exemples de marques que je ne citerai pas, mais qui ont ouvert à Paris, oui. Et qui ont en fait fermé assez vite ou qui n'ont pas eu les chiffres escomptés. Oui. Il y a eu pas mal de marques espagnoles notamment qui se sont cassées les dents. Parce qu'en réalité, à Paris, il y a une volonté du vêtement qui a été fait pour soi. Voilà. Oui. Et c'est assez exclusif, je pense. Parce que les Anglais n'ont pas ça. Je pense qu'en Allemagne, il n'y a pas ce mouvement-là non plus. En Italie, certainement pas, puisqu'en Italie, en effet, il y a toujours une belle cohabitation entre le beau prêt-à-porter et la belle mesure. Exact. Alors, moi, je pense que... Alors, pour compléter ce que tu dis, je suis sûr qu'à Paris, tu as raison. Alors, en plus, il y a une particularité à Paris, c'est que nous sommes l'une des seules capitales dites, alors, excusez-moi pour le gros mot, de la mode ou du style, qui a très, très peu de ce qu'on appelle de multi-brand stores, c'est-à-dire d'endroits qui distribuent plusieurs marques. Paris était très réputé pour avoir des magasins qui ne faisaient qu'une seule marque, donc des magasins propriétaires. Et en revanche, ce que j'ai vu aussi quand même se développer, alors peut-être un petit peu plus en Espagne, on a vu une montée en puissance, puisque en Espagne, c'est à peu près le même phénomène. Nous sommes allés récemment en République tchèque, par exemple. Alors,
pour tout te dire, je ne suis pas un spécialiste du marché du textile en République tchèque. Mais nos amis de chez The Owners, dont on a parlé ensemble, qui sont des gens très bien, qui font un joli sur-mesure en République tchèque, me disaient que c'était aussi le même mouvement. C'est-à-dire qu'il y a cette... Alors, peut-être que ça traduit aussi un mouvement de société. Peut-être que ça traduit aussi le fait que comme les gens ne sont plus obligés de s'habiller donc par obligation professionnelle, mais qu'ils s'habillent par choix, eh bien, ils ont plutôt tendance, et je pense que c'est assez normal, à vouloir quelque chose de plus exclusif, de plus unique, surtout que les tarifs ont eu tendance à devenir de plus en plus accessibles. Et je pense que c'est l'une des explications. Alors, pour autant... Maintenant, quand un marché explose, ou quand un marché est en progression, alors on ne va pas dire exploser, il ne faut pas exagérer tout de même, mais disons qu'il progresse. Tu as de plus en plus de concurrents sur la place de Paris. Là, oui, ça c'est sûr. Beaucoup de gens qui ouvrent boutique d'un seul coup et qui s'improvisent salon sur mesure. Alors, ce n'est pas du tout arrogant de notre part. Il y en a certains qui font sans doute de l'excellent travail, d'autres qui s'improvisent un peu rapidement. D'ailleurs, pour la petite histoire, allez, je ne peux pas m'empêcher de vous la raconter. Hugo Boss, en 2010... avait lancé en grande pompe une offre de sur-mesure. Et je me souviens, j'étais à l'hôpital. Et d'ailleurs, j'avais écrit un article qui était resté assez célèbre sur Paris Gentleman, qui s'appelait, ça va me revenir, enfin, en fait, je racontais que tout ça, ce n'était qu'une supercherie, parce qu'en gros, ils vous faisaient la longueur des manches, la longueur du pantalon, et rien de plus. C'est que Hugo Boss, en gros, essayait de marcher sur les planètes, parce qu'ils avaient senti ce mouvement qui était en train de se développer, et que j'avais fini par une phrase qui avait fait un peu scandale à l'époque. J'avais dit c'est toujours le particulier qui doit dicter au général et non le général au particulier, sinon la révolution. Voilà, il disait Boss va révolutionner le sur-mesure. Donc je disais sinon, si c'est pas le particulier qui dicte au général, la révolution dont vous parlez porte un nom, c'est la révolution bolchevique. Et ils n'avaient pas tout à fait apprécié le jeu de mots. J'avoue que j'étais allé un tout petit peu loin. J'étais très très énervé à l'époque. J'étais sur mon lit d'hôpital et j'étais assis donc en tailleur évidemment, comme il se doit. Bref, excusez-moi pour cette petite digression, mais alors, on va rentrer de plein pied dans le sujet parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur le sujet. Alors, prenons les choses comme elles doivent être prises au démarrage. Donc, à quoi peut s'attendre quelqu'un qui vient chez toi, Julien Scavini, dans ta boutique, un jeune homme qui démarre dans sa vie professionnelle, qui est tombé sur une de nos émissions et qui a envie de se faire un costume sur mesure. Comment tu pourrais résumer ce que toi, tu peux lui offrir ? Alors d'abord, en fait, je pense que la première des choses qu'on va offrir, avant d'offrir un objet, un vêtement, ça va être une expérience en réalité. Oui. Voilà, c'est un moment, c'est-à-dire le fait de choisir un vêtement quand on est dans une boutique avec éventuellement une vendeuse, de la musique au plafond et une boutique où il y a d'autres gens, en fait c'est une expérience incomplète parce que ça peut être stressant, on peut avoir chaud, on peut vouloir finir vite, alors que quand on va chez le tailleur, je pense chez moi ou d'autres, on est reçu la plupart du temps sur rendez-vous ou en tout cas dans un lieu qui est dédié. Et donc on s'assoit. On peut être un fauteuil de bar ou un beau fauteuil club. Hein. Ou un Chesterfield. Voilà, exactement. Mais donc, déjà, on prend le temps. Oui. Et en fait, on n'est pas du tout dans le même acte d'achat. Ça n'est pas un acte d'achat contraint qu'on est obligé de faire. On rentre dans une boutique, il faut prendre quelque chose. Oui. C'est un acte réfléchi. Donc, c'est un acte qu'on a pensé au préalable. Oui. On a pris déjà un rendez-vous pour ça, ce qui est quand même déjà 50% du travail. Et il y a une réflexion qui se met en œuvre. Oui. Alors, reprenons l'exemple de ce jeune homme, 25-26 ans, il vient de terminer ses études, il a regardé quelques discussions sartoriales, il a vu tes chroniques sur notre chaîne, il a lu ton blog, Steve Collard, il a peut-être lu le nôtre, et il est très intéressé. Mais, et c'est l'écueil inverse, il se sent un peu submergé par l'information. D'autant plus que s'il met les pieds dans les forums, alors là, ça devient quasiment incompréhensible parce qu'il y a tellement de gens qui vont s'entretuer sur des détails de longueur de veste, de longueur de revers, etc. Donc, ce jeune homme de 26 ans, quels sont les premiers gestes que tu vas faire? Quelles sont les premières paroles que tu vas dire? Comment tu vas pouvoir l'aider à ne pas se sentir totalement paumé, perdu, pas face à cette offre qui est
généralement pléthorique, ne serait-ce qu'en termes de tissu. Oui, absolument. La première des choses, c'est de mettre la personne à l'aise. On est un être humain, on est deux êtres humains l'un en face de l'autre. Oui. On n'est pas un robot. Il n'y a pas une peur primale à avoir. C'est-à-dire, on va faire asseoir ce jeune homme, on va le faire asseoir. Oui. Bonjour, comment vous appelez-vous, quel est le but de votre visite? Voilà, des questions vraiment. Il faut déstresser en fait le moment. On va vraiment pas poser des questions débiles. Et c'est pas non plus une interrogation écrite. C'est-à-dire, donc, il va pas faire de mauvaises réponses. Moi, c'est surtout, je le dis souvent, et j'essaye que mes collaborateurs aussi. La première chose, c'est de mettre à l'aise la personne. Oui. On n'est pas des professeurs, on n'est pas là pour juger. D'autant plus que moi, n'essayant pas de distiller un style très maison, j'aime bien faire ce que les gens veulent, en fait. Oui, voilà. Oui. J'ai des jeunes qui veulent du slim fit, comme j'ai des messieurs plus âgés qui veulent du confort. L'inverse est d'ailleurs aussi vrai. Oui. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne, elle s'exprime et que je comprenne ce qu'elle veut et lui faire le vêtement qu'elle veut. Oui. Donc, la première chose, j'ai envie de dire, d'un jeune qu'on va faire asseoir, on va essayer de le mettre à l'aise, de se détendre, parce qu'il ne faut pas être stressé. Oui. On ne le met pas sur le grill. D'ailleurs, si par hasard il se sent mal ou que ça ne va pas, il peut partir. Hein. Oui. La porte est au bout du couloir, ça n'est pas une prison, encore une fois. Bien sûr. Donc, la première chose, c'est de s'installer, de commencer à prendre le temps et de formuler aussi. Alors, c'est pas facile pour un jeune, ça j'en ai conscience, mais de formuler. Oui. C'est-à-dire, il y a la langue française ou peut-être une langue étrangère parfois, mais c'est de formuler. C'est-à-dire on vit, on parle, et il faut savoir mettre des verbes derrière des adjectifs. Oui, voilà, oui. C'est quand même la base. Et de dire, je voudrais un costume gris, ou je voudrais un costume bleu, je voudrais un costume bleu pour l'hiver, ou je voudrais un costume bleu pour toute saison. Oui. Alors, si la personne ne comprend pas cette thématique, ou qu'elle n'a pas ce bagage-là, nous, on va lui poser la question. Pourquoi vous venez nous voir? Est-ce que c'est pour un costume de travail? Pour un costume plus plaisir? Oui. Est-ce que... Alors, peut-être... Donc, il va y avoir une réponse qui va être faite. Je voudrais un costume pour le travail. Ah, vous voulez un costume bleu ou un costume gris? Peut-être un costume à carreaux. Donc là, déjà, tu vois, il y a des réponses qui vont... D'accord. Donc, c'est un dialogue qui s'installe. Oui. Mais enfin, ce que tu es en train de me dire, en gros, c'est pas la peine... parce que moi, j'ai souvent ça. Je reçois des emails en me disant... Des courriels, pardon, en me disant, Monsieur Jacomet, j'ai vraiment envie d'initier ma démarche sartoriale, vous savez, c'est un mot qu'on a popularisé un tout petit peu, et vraiment d'embrasser ce style de vie, etc. Mais j'ai un peu peur, quoi. J'ai un peu peur de ne pas savoir justement formuler ma demande. Alors oui, j'ai 26 ans, je viens d'avoir mon diplôme, je rentre comme j'ai mon premier job, comme, consultant, banquier, assureur, jeune avocat ou jeune architecte ou je ne sais pas, je suis dans un métier de service ou je suis directeur artistique dans une agence de pub, etc. Est-ce que vous pouvez aller, vous, en fonction de ce que vous cernez du personnage, aussi l'orienter dans le choix? Parce que j'ai souvent, moi, des jeunes gens qui me disent « Ah, moi, je vais y aller directement, je vais faire du 3 pièces avec des carreaux fenêtres, avec etc. etc. » Est-ce que tu as tendance à les modérer un petit peu dans leurs ardeurs ou, tu vois, cette notion de conseil vraiment poussée jusqu'au bout, en essayant de comprendre l'utilisation de ce costume et de voir quelle sera ça. Alors, on ne dit pas versatilité, ça, polyvalence, voilà. Et est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention? Alors, dans les années passées, j'avais une tendance à être assez rigoriste. Oui. Et quand je voyais un jeune arriver avec l'idée pour un premier costume de faire un 3 pièces Prince de Galles à carreaux marron, immédiatement, je lui disais, mais c'est peut-être pas le costume idéal pour un premier costume. Peut-être que faire un bleu ou un gris dans un tissu basique, c'est probablement mieux. Oui. Moi, ça a toujours été ma pensée, et c'est quand même un peu le fond de ma pensée. Je me dis, il vaut mieux commencer par ça. À une époque, je le disais assez vertement, et j'essayais de freiner un peu des cas de fer. Mais en même temps, on ne peut pas passer 10 heures avec chaque client. Je ne peux pas passer la nuit à discuter de ça avec le client. Donc, je ne veux pas dire que j'ai lâché l'affaire, mais en même temps, parce que j'ai écrit là-dessus sur le blog, il n'y a pas longtemps, un article, c'est drôle que tu me dis ça. Ah oui? J'avais écrit sur Steve Collard un article là-dessus, parce qu'à force d'avoir des petits jeunes venant pour des costumes, des premiers costumes très typés, je me suis dit, je me posais la question, et je me dis, mais est-ce que c'est moi le trop conservateur? Et donc, je me suis posé la question à l'écrit un soir, et au fil de la plume, l'article est sorti. Et à la fin, je me suis dit, mais au final,
si le petit jeune il a envie de se faire plaisir avec un costume qui sort un peu de l'ordinaire, c'est vrai, mais qu'il y aille, et peut-être qu'après il va revenir à l'inverse, vers quelque chose de plus simple. Ouais. Tu vois, le chemin va se faire à l'envers. Donc, et puis surtout que, en fait, avec Suit Supply, l'ouverture de ce genre de grande maison comme ça, qui est très tapageuse dans le style, les jeunes ont quand même ce genre d'esthétique dans l'œil. Et donc, il ne faut pas non plus qu'ils aillent chez un tailleur en se faisant doucher. C'est-à-dire, s'il veut le costume Suit Supply, mais qu'il le veut chez moi, il vaut mieux qu'il le fasse chez moi. Oui. Voilà, donc je suis d'accord. Je ne vais pas lui dire non. J'ai bien compris. Mais ceci étant, donc, le fond de ta pensée, qui reste aussi le fond de ma pensée, c'est, mesdames, messieurs, chers jeunes gens, faites-vous plaisir, évidemment. Allez au bout de votre passion. C'est pas un geste anodin de venir faire un costume chez le tailleur. C'est pas un geste, c'est pas un achat anodin. C'est quelque chose dans lequel vous allez mettre de la pensée, vous allez mettre votre conviction, vous allez mettre votre mode de vie, et surtout dans lequel vous allez mettre ce que vous voulez montrer de vous-même. Et je pense que là, on arrive à un sujet qui, pour moi, est le point de bascule, qui est de dire, si vous avez, alors ce n'est que mon avis et j'aimerais avoir ta réaction là-dessus, si vous démarrez votre démarche sartoriale, mais que quand même, cela reste avant toute chose un outil de travail, c'est-à-dire quelque chose que vous avez envie de porter dans votre environnement professionnel, je pense tout de même que d'abord, pour des raisons simplement, on va dire, d'intégration dans votre milieu professionnel, et Dieu sait si aujourd'hui, porter un costume et une cravate, ça peut devenir compliqué, notamment dans certains milieux comme la tech industrie, par exemple, où il y a l'uniforme, t-shirt, besace, etc. Mais même dans la banque. Hein. Même dans la banque. Même dans la banque. Ah oui, tu as vu, le mouvement est... Oui, même une cravate dans la banque, c'est trop. C'est devenu... c'est dingue, hein, quand même. Bon, et donc, cette idée de contextualiser son achat, c'est-à-dire de se dire... et moi, je vous conseille tout ça. Alors, on peut tout de suite, avec Julien, vous rassurer. Un costume bleu ou un costume gris ne veut pas dire forcément un costume chiant. Il y a des très beaux bleus, mais bien sûr. Il y a des très beaux gris, d'autant plus qu'aujourd'hui on peut jouer avec les textures, on peut jouer avec les matières, et que la base et le fondement de tout ça reste et restera toujours la coupe et la coupe. Le plus beau costume, le plus beau tissu du monde mal coupé sera raté, alors qu'un costume plus modeste, bien coupé, sera toujours réussi. Mais moi, je suis d'accord avec toi. J'ai quand même tendance à modérer un peu les ardeurs au début et à commencer par un joli bleu. Moi, j'ai plutôt tendance à commencer avec un joli bleu, parce que je trouve que le gris, c'est un peu chiant. Ça revient, ça revient quand même. C'est vrai. Ouais, je pense que dans 2-3 ans... Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça a vieilli un peu la personne de porter un costume gris ? Ben écoute, moi je m'en suis fait faire un, parce que Drapers m'avait offert une coupe d'un gris clair moyen. Oui. Et en fait, sans conviction, je l'ai fait, et en fait, j'adore le porter. Hein. C'est vrai ? Ça a un côté quand même assez frais, un peu de James Bond, le costume gris moyen, gris clair. Hein. Oui. C'est pas désagréable du tout. Et ça revient à la mode, hein, parce que j'en fais plus maintenant qu'il y a 4 ou 5 ans. D'accord. Donc je pense qu'il y a des signaux faibles, et le gris commence à reprendre un petit peu le... Bon, voilà, donc un avis de professionnel. Moi, j'étais plutôt dans la dynamique de vous dire quand même un bleu... Ça a plus Pour commencer, c'est évident. C'est évident, parce que surtout un bleu, tu peux le porter le soir, ça fait moins business, je trouve, que le gris. Bon, enfin, on pourrait discuter des heures et des heures sur le sujet. Mais donc, nous sommes à peu près d'accord. Mais ceci étant, si vous êtes dans une démarche où vous avez, comme moi j'avais fait quand j'ai commencé ma démarche sartoriale dans la fin des années 2000, j'avais retourné le peu de blogs qu'il y avait. Il y avait 2 malheureux forums et 3 malheureux. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait Ask Andy, je me souviens. Ah oui, tout à fait. Tu te souviens Ask Andy About Clothes. Oui, voilà. Et il y avait A Suitable Wardrobe. Oui, Tutto Fatto a Mano. Tutto Fatto a Mano. Alors là, c'était un blog. C'était très pointu. C'était un couturier lui-même, je crois, qui faisait des trucs extrêmement précis. Et moi, je m'étais rué. Alors, j'avais décidé de commencer par le haut directement chez Chiffonelli. Et finalement, j'étais parti avec des idées complètement extravagantes. Je voulais faire un costume avec des carreaux. Et Lorenzo m'avait fait faire un joli charcoal grey, donc un gris moyen, et que je porte encore aujourd'hui. Alors, poussons un tout petit peu plus loin maintenant la réflexion, parce que nous avons aussi beaucoup de jeunes gens qui se sont suralimentés en informations et qui arrivent dans le salon du tailleur, donc à l'inverse de mon premier exemple, en ayant déjà des demandes quasiment d'une précision extrême, avec limite la taille en centimètres ou en demi-centimètres, des cols, des revers, des manches, etc., etc. Alors, ma question brute de décoffrage,
À quoi peut-on s'attendre en termes si par exemple un jeune homme arrive avec des demandes extrêmement précises, est-ce qu'un salon de sur-mesure qui a beaucoup d'expérience comme le tien peut répondre à tout? Alors à tout, c'est évident que non. De toute façon, parce qu'on ne peut déjà pas rentrer dans la psychologie, parce qu'il y a à la fois ce qui est dit par la personne, puis ce qui est le non dit, qui est parfois égal, même si la personne s'exprime beaucoup. Donc on ne peut jamais arriver à tout itérer. Et je pense autant en demi-mesure comme moi qu'en grande mesure. Hein. Je pense que c'est jamais... Encore plus qu'en grande mesure, on en discutait tout à l'heure pendant le déjeuner, y a quand même une... Enfin, le tailleur grande mesure n'est pas là non plus pour répondre à tous les délires. C'est d'ailleurs... Parce qu'en fait, c'est une sorte de mythologie. Les gens croient que parce qu'ils vont payer 5 à 6 à 7 000 euros, en fait, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Non, bien au contraire. En grande mesure, le tailleur, il pose aucune question d'ailleurs. Moins, peut-être même que nous, en demi-mesure. C'est vrai. Il décide, en fait, le tailleur grande mesure. Oui, la différence, c'est que lui, il a 3 ou 4 essayages devant lui. Donc, il peut moduler. Exactement. Voilà. Tandis que toi, tu dois faire juste du premier coup. One shot, exactement. Ouais. Et donc, tu me disais que tu ne peux pas répondre à tout. Alors, donne-moi quelques exemples. Par exemple, qu'est-ce qui est raisonnable d'attendre et de demander? Bon, en termes de tissu, là, tout est ouvert. Oui, à la différence que moi, je ne veux pas travailler les tissus trop légers. Oui. Parce que vraiment, par conscience professionnelle, ce qui fait moins de 250 grammes, je ne veux pas le travailler. Oui. Parce que c'est trop léger, c'est trop du papier à cigarette, et aux essayages, ça donne trop de difficultés. D'accord. Voilà. En grande mesure, pas de problème. En prêt-à-porter, puisque le costume est là, si la personne l'essaye et qu'elle l'aime bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais en demi-mesure, en mesure, disons, réalisée non pas sur place, mais dans un atelier, il y a quand même l'écueil que la personne découvre le costume à l'essayage, qui est quasiment l'essayage final. Donc je ne préfère pas m'aventurer dans les tissus trop légers. D'accord. Donc pour toi, un tissu, on commence quoi à 280 grammes, un tissu de toute saison? Parfait, 280 grammes pour un toute saison, c'est très bien. D'accord. Oui. Alors, mesdames, messieurs, si vous êtes nouveaux sur cette chaîne, on a fait des épisodes sur le grammage des tissus, parce que c'est encore une fois, les gens sont un peu perdus entre est-ce que je dois prendre un 280 grammes, à 320 grammes, à 410 grammes, etc. Bon. Mettez-vous quelques chiffres en tête. 280 grammes, c'est, on va dire, ce qu'on appelle un tissu plus ou moins toute saison. On va dire entre 280 et 320 grammes, en fonction après de la texture du tissu, en fonction de son tissage. Enfin, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais on va dire à plus ou moins 300 grammes. Allez, on va dire 280, 320 grammes. Plus ou moins 10%. Oui. Voilà, là, on est sur un tissu à peu près toute saison. En dessous de 280 grammes, peut-être 260 grammes, là on est peut-être sur des choses un peu plus d'été. Oui. Voilà. Et au-dessus de 350 grammes, on va dire, on va plus vers l'hiver. Oh oui, 350 grammes, 370 grammes, c'est de l'hiver. Oui, c'est de l'hiver. Hein. Et chez les Anglais, on peut même aller jusqu'à 420, 450 grammes, etc., qui ne sont plus des gilets croisés, mais des gilets pare-balles. Mais c'est un autre sujet. Personnellement, moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'est l'une des erreurs aussi que j'avais faites au tout début de ma démarche sartoriale, c'est que je n'avais fait que des costumes toute saison. Et que très très vite, je m'étais trouvé en défaut de costumes saisonniers. Donc j'avais besoin. Est-ce que tu conseilles ça? À partir de quel niveau de garde-robe tu conseilles ça à tes clients généralement? Disons qu'au 3e costume, un jeune qui viendrait, qui ferait faire 3 costumes toute saison, 2 bleus, 1 gris, ou 3 bleus s'il veut. Je dis à ce moment-là, au 3e peut-être ça peut commencer, mais bon, plutôt au 4e. Faisons une flanelle, faisons un costume un peu plus d'hiver, au 4e costume. Le costume d'été est quand même moins important parce qu'on s'habille moins en costume l'été. C'est vrai qu'on s'habille moins en costume, mais en revanche, quand on a envie ou on a besoin de s'habiller en costume l'été, il devient crucial. Pour un mariage, l'été, c'est formidable d'avoir une laine froide. Exactement. Et même moi, ça devenait crucial parce que moi, avec mon blog, c'était devenu presque mon job et j'avais aucun costume d'été. Et je me souviens avec Sonia, et je pense qu'elle s'en souvient encore, me retrouvant à Dubaï. On présentait le film de Pierre Cortet, La beauté du geste, on est en 2011 et je n'avais pas encore fait un costume d'été résolument d'été. Je n'avais même pas un lin parce que j'avais du mal avec... C'est beau le lin pourtant. Oui, j'avais du mal, c'était froissé. Maintenant j'adore ça, mais j'avais du mal au début. Eh bien, je me suis retrouvé à littéralement transpirer, souiller mes costumes par la transpiration. Donc, conseil de Julien et d'Hugo... 3e, 4e, allez, on va dire, moi je suis d'accord avec toi, 4e costume, aller vers un costume, une jolie flanelle, c'est toujours gagnant. Et peut-être 5, 6e costume, si vous avez, mais ça dépend de votre style de vie, si vous avez la possibilité de porter le costume sous des climats un peu plus chauds, ou que vous voyagez beaucoup et que vous allez dans des endroits où il fait plus chaud, aux États-Unis ou ailleurs, ou même dans le sud de la France, c'est vrai qu'un joli costume en lin, c'est toujours gagnant. Tu en fais beaucoup des costumes en lin? Non, les Français n'aiment pas beaucoup ça. Ils ont toujours... Alors j'aime bien, par exemple chez Solbiati, il y a une liasse qui est
Lin, 60%, un peu de laine, un peu de soie. Ouais. La soie, ça rigidifie un petit peu. Hein. Ouais, ça donne un petit brillant aussi, alors que le lin, c'est mat. Ouais. Donc ça fait quand même, bon, pour ceux qui n'aiment pas le lin, moi je conseille toujours ça pour l'été, c'est quand même formidable. Ah ouais. Mais c'est très beau, hein, un costume en lin. Mais ça, c'est-à-dire qu'il faut que, pour accéder au lin, il faut se retirer de l'idée qu'on vient acheter un objet figé qui doit être une œuvre d'art. Parce que pour avoir un costume en lin, c'est l'étape d'après. Il faut savoir que non, on n'a pas acheté une œuvre d'art, que non, on n'a pas acheté un objet en béton, que non, on n'a pas acheté un objet figé, qu'on achète un vêtement. Un vêtement, je le dis bien, et que ça vit, et que voilà, et qu'il faut tolérer que ça froisse. Voilà. Et d'ailleurs, ce que tu dis vaut pour tout. Vaut pour tout, parce que c'est aussi l'un des écueils, et c'était presque, tu précèdes ma question suivante, c'est que bien souvent, les jeunes gens qui débarquent pour la première fois, alors peut-être, et on ne peut pas leur reprocher, peut-être que certains d'entre eux ont économisé pendant 2 ans pour venir chez toi. Ou de jeunes étudiants qui ont commencé avec se faire la main avec la deuxième main. D'ailleurs, à mon avis, c'est une très bonne école de se faire la main quand on est étudiant, avec des habits d'occasion, avec de la seconde main, voir ce qui nous va, voir ce qui ne nous va pas, etc., avant de se jeter dans le grand bain chez le tailleur. Mais parfois, j'ai l'impression que les jeunes gens, quand ils viennent donc pour la première fois chez un tailleur, après en avoir rêvé, ils ont l'impression qu'ils vont faire le vêtement ultime. Ils ont l'impression qu'ils vont d'un seul coup avoir le plus beau costume du monde et avoir un objet, une œuvre d'art, comme tu me disais. Alors là, il faut les en dissuader directement. Alors pas de faire leur premier costume, bien évidemment, mais leur expliquer que c'est pas exactement ça. En fait, la première, vraiment, tu disais tout à l'heure, un jeune qui vient me voir ou qui va chez Lanieri ou qui va chez d'autres qui font le même travail que moi, je pense que la première des attitudes, c'est d'avoir à la fois, mais des deux côtés, mais c'est de la modestie et de l'humilité. C'est-à-dire, moi, un jeune qui vient, s'il dit immédiatement, écoutez, c'est mon premier costume, j'ai mis de l'argent de côté, je sais que 800, 900, 1000 euros, mais c'est une somme, c'est quasiment un SMIC. Évidemment. Donc je le sais. Mais si on me pose le débat dans ces termes-là, mais moi, il est évident qu'en termes de professionnel, moi je suis assez modeste de nature, mais mes collaborateurs aussi, il est évident qu'on va essayer de lui faire la chose la plus consensuelle, la plus élégante, la plus intéressante qui soit. Voilà. On n'est pas là du tout pour essayer de lui faire du sarto chic avec des gros mots et du vocabulaire ronflant. Non, on est là pour l'arranger, en fait. On est là pour faire les choses bien. Donc je pense que le premier des critères, c'est d'arriver avec un petit peu de modestie. Et même si la personne me dit, écoutez, moi, j'ai pas envie de commencer avec un bleu, mais avec un prince de Galles à carreaux gris, rose ou marron. Mais en fait, c'est celui que j'ai envie. Je casse un peu ma tirelire pour ça. Mais à ce moment-là, évidemment qu'on va vouloir lui trouver le plus beau tissu. Et on va même se défoncer pour lui faire le plus beau vêtement du monde. Mais c'est une question d'honnêteté dans le rapport, en fait. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire il n'y a pas de mensonge des deux côtés. On est là pour faire un travail. J'ai une approche très américaine pour ça. C'est un business. Je suis là pour faire un travail. Et j'aime faire plaisir à la personne qui est en face. Mais il faut que le dialogue il soit équilibré de côté. Mais tout est basé sur le dialogue. Bien sûr. Généralement, alors j'espère que c'est vrai pour toi, mais j'ai observé que les jeunes gens qui faisaient un premier costume dont ils étaient contents, avaient tendance à retourner dans la même maison pour leur deuxième. Tu crois? Je sais pas ça. Tu sais pas? Je sais pas. Ça papillonne pas mal. Oui. Ils ont envie de picorer, tu crois, ici et là? Ça n'est jamais. C'est sûr que. Moi, j'ai tendance à penser que quand on est content d'une maison, mais c'est pas forcément valable que pour le costume, ça peut être valable pour une maison de vin ou je sais quoi d'autre, ou des cigares pour ceux qui fument. Mais la fidélité dans ce bas monde est pas un mal. Y compris si d'ailleurs, sur le costume précédent, il y avait des manquements. Mais retourner voir la personne en disant, on va refaire un, mais j'aimerais qu'on fasse un peu différemment, tu vois. Mais en même temps, le picorage, quand on est jeune, est légitime et nécessaire aussi. Bien évidemment. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai, il y a des jeunes qui arrivent vraiment gonflés d'eux-mêmes et de ce qu'ils ont appris sur les blogs. En fait, ils n'ont pas de relativisme, en fait. Mais quand on est jeune, je l'étais il y a 10 ou 12 ans quand je faisais le blog au début, et puis tu as dû l'être aussi. C'est-à-dire, quand on est jeune, on n'est pas relativiste. On a lu, on sait. Donc on vient, on veut ça. Voilà. Et puis le tailleur, si en face il ne sait pas faire, c'est qu'en fait il n'a rien compris. Bien sûr. Mais en fait, plus tu avances dans l'âge, ça fait un moment maintenant que je fais ça, mais je relativise beaucoup mon propre travail, ce que j'étais avant. Et en fait, en vieillissant, on apprend aussi plus à être
pas forcément coulant, c'est pas le mot, mais à relativiser sa façon d'être et sa façon de demander les choses aussi. C'est marrant que tu ailles sur ce terrain-là, parce que je pense aussi que les gens qui vraiment... Alors, on a les gens qui, par, je ne sais pas, coup de cœur ou par passion un peu éphémère, font un costume et puis s'aperçoivent qu'ils ne s'en servent pas tant que ça. Et puis finalement, retournent, entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif, dans le troupeau, c'est-à-dire, bon, se réhabillent à peu près comme tout le monde. Et puis on a quand même ceux qui... alors, pardonnez-moi le mot, mais j'en trouve pas de meilleur. Attrape le virus. Alors, on parle d'un virus positif, hein, cette fois, ce qui est de se dire, tiens, finalement, ils ont des premières réactions après avoir passé la phase du colibet et de tu vas à un mariage, tu veux être le patron, blablabla. Enfin, et d'ailleurs, c'est très réel, hein, cette chose-là, mais qui, ça y est, s'affirme, porte la veste sport, porte le costume, etc. et qui arrive donc à la deuxième ou à la troisième étape. Eh bien, j'ai remarqué, moi, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils gagnent tous, à un moment ou à un autre, plus en humilité qu'en arrogance. Et on pourrait, c'est très étrange, parce que c'est presque contre-intuitif comme façon de penser. On pourrait s'imaginer qu'un jeune homme qui a des très beaux costumes, très bien taillés, qui commence à avoir une garde-robe conséquente, et plutôt envie de montrer ses biceps, et de faire voir à quel point il est élégant, etc. Eh bien, alors je ne sais pas si c'est la magie de notre environnement ou de notre petite communauté, eh bien, moi j'ai vu des gens qui étaient plutôt arrogants comme ça, et alors peut-être c'est avec l'âge, mais peut-être aussi que l'environnement, notre philosophie globale, parce que tu sais que sur cette chaîne, on essaye de tirer un tout petit peu vers le haut le débat sur le vêtement. Peut-être qu'il y a quelque part une espèce de... comme un nouveau mode de vie qui s'installe et une nouvelle discrétion. Est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de moi, dire ? je suis persuadé que le vêtement n'est pas du tout une arrogance qu'on jette à la figure des autres, mais c'est une politesse qu'on fait aux autres, à soi-même aussi d'ailleurs. Voilà, on s'habille bien pour soi, on s'habille bien pour les autres, mais on n'est pas là pour montrer aux autres à quel point on est plus riche qu'eux. Enfin, je pense que ça, c'est la catastrophe du vêtement, enfin du milieu sartorial. S'il vise à ça, c'est pas du tout, c'est une erreur de conception, moi je pense. En fait, il doit pas venir chez nous, il doit aller chez les gens qui font du prêt-à-porter. Lapsus révélateur, du prêt-à-porter très cher. Très arrogant, ou alors des grosses montres avec beaucoup de diamants, etc. Mais ça, c'est un autre sujet presque. Et puis on n'y est même plus là, parce que de toute façon, après, la grosse arrogance, c'est même pas le vêtement, c'est la Ferrari et je suis en Bermuda dedans. Hein. Exactement, tu as raison. Donc, je m'égare, mais tout de même, j'aime bien cette notion-là, c'est qu'il y a encore quelques jours, on a fait un cocktail, on a enfin réuni les gens de Paris and Gentleman, on ne s'était pas fait ça depuis le Covid, on était contents. Et bien, ce qui m'a le plus frappé, il y avait 200 personnes à peu près, c'était que globalement, tous les gens étaient gentils. Mais gentils au sens étymologique du terme, pas, gentil c'est devenu presque péjoratif, c'est un aveu de faiblesse. Non, il y avait une vraie gentillesse, il y avait une espèce d'ambiance comme ça, peut-être tout simplement d'élégance. Oui, et puis le fait justement, c'est ce que je disais, nous on parle en étant entre hommes, en fait, enfin en être entre hommes au sens entre être humain. Et donc en fait, on n'est pas dans un grand magasin genre Uniqlo où on choisit, ou Zara où on choisit tout seul son vêtement. Voilà, si on va, je pense c'est sous Supply, ou si on va chez Pini Parma, ou c'est dans le prêt-à-porter, mais après si on va dans la Belle Mesure, chez moi ou chez d'autres, on est face à d'autres êtres humains, et monter dans les tours, s'énerver, voilà, commencer à s'énerver tout bêtement, ou à discuter tout comme un charretier, c'est pas le lieu, donc voilà. Et donc en fait ça relativise aussi, puisqu'en fait il y a une relation à la base qui est une relation entre deux hommes qui viennent là discuter d'un vêtement. Et le terme bespoke est assez intéressant pour ça, parce que même si je fais pas moi du bespoke, mais on vient parler en fait. Exactement. Exactement. Étymologiquement, bespoke, ça vient de bespoken of. Bon. La vraie racine, c'est qu'à une époque, quand on allait chez les tailleurs à Londres, il n'y avait pas de vêtements, puisque c'était un tailleur, il y avait des rouleaux de tissu. Et quand on tombait amoureux d'un rouleau de tissu qu'on choisissait, donc on discutait du tissu, et quand on avait discuté et choisi, le tailleur avait pour tradition d'écrire à la craie sur le tissu « bespoken of ». Donc, ce tissu a été discuté, donc ça veut dire qu'il était réservé, tout simplement. Donc c'est l'origine. Alors, revenons à mon débat initial. Donc, ce qu'on peut ou ne peut pas forcément attendre d'un salon de mesure. Alors,
par exemple, j'ai beaucoup de questions en me disant, vous savez, chez certaines marques, on peut choisir la taille des revers, chez d'autres, on ne peut pas choisir la taille des revers, chez certains, on peut choisir la longueur de la veste, chez d'autres, on ne peut pas choisir la longueur de la veste. Donc, quelles sont tes directives sur le sujet? À quoi on peut vraiment s'attendre dans un salon de sur-mesure? Alors, dans le tien, évidemment, puisqu'on va prendre le tien comme exemple, mais dans un bon salon de sur-mesure, quelles sont les choses que tu dois pouvoir absolument avoir le droit de choisir? Alors la base que tu dois pouvoir choisir, je pense que c'est le tissu. Bien sûr. La doublure, oui. Les poches, oui. Voilà, les formes des poches. Oui. Après, on ne peut pas inventer des poches. C'est-à-dire quand on est dans un process industriel, ce qui est le cas de la mesure, oui. donc on passe par un atelier, donc il faut forcément qu'il y ait un processus standardisé. Oui. On ne vient pas là pour discuter la hauteur du rabat ou la largeur du rabat. Ça, c'est vrai que ce n'est pas possible. Donc chez toi, par exemple, on peut prendre une poche passe-poilée, une poche plaquée. Oui, exactement. Dans les modèles des poches plaquées, parce qu'en grande mesure, on peut faire des centaines de poches plaquées. Oui. C'est vrai qu'en demi-mesure, le nombre de poches plaquées il est défini. Oui. Parce qu'il y a un process industriel derrière. Alors, certains vont trouver immédiatement dire « Ah, mais c'est dommage, pourquoi l'usine ne peut pas tout faire ?» Ah, parce qu'en fait, cette question, c'est la preuve de quelqu'un qui n'a jamais visité une usine, que ce soit une usine de costume ou une usine d'autre chose. Dans une usine, encore une fois, il y a des êtres humains. Derrière chaque machine à coudre dans une usine de costume, tu en as vu beaucoup, des usines ou des ateliers d'ailleurs, il y a des femmes, plus rarement des hommes, souvent des femmes, souvent qui des cousent, femmes. Voilà, avec deux petites mains et une machine à coudre. Cette dame-là, on va dire une dame, pour qu'elle puisse faire un joli objet bien cousu, il faut qu'elle fasse toujours le même. Il y a une question de régularité et de répétition. Pour avoir une belle pointe comme ça, il faut que cette dame-là, elle couse toujours la même pointe. Si à chaque fois, le donneur d'ordre, les bureaux de l'usine lui demandent un nouveau revers, on va avoir n'importe quoi. Voilà. Pour avoir une régularité, mais c'est pareil chez un grand tailleur. C'est vrai. Chez Chiffonelli, la personne qui monte les manches, elle ne sait monter que des manches avec ce beau volume. Surtout les manches chez Chiffonelli, c'est quand même c'est assez ésotérique. Là, voilà, exactement. Donc il y a une répétition. C'est-à-dire, et c'est ça qui donne la régularité, c'est ça qui donne la qualité. Moi, quand j'ai appris à coudre, même si je ne le fais pas au quotidien, il faut passer des centaines d'heures, quand j'étais à l'école des tailleurs, à faire toujours la même poche. Et donc le b.a.-ba d'une belle production, c'est qu'il y ait une certaine répétition. Donc on ne vient pas là pour demander à chaque costume quelque chose de différent. Surtout qu'en réalité, 99% des clients veulent à peu près la même chose. Voilà. Et donc, c'est difficile de créer un process industriel pour 1% de choses compliquées. Tu sais, j'irais même encore plus loin que toi. Même dans les très 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 grandes maisons, alors c'est toujours compliqué de dire de prêt-à-porter fait main ou de made to order comme Kiton, comme Atolini, qui sont quand même pour nous encore des références. Enfin, je veux dire, après, on peut discuter de la légitimité de leur prix. Donc, avec Sonia, on a visité Kiton et notamment ce que moi je considère comme le modèle absolu de ce que devrait être une manufacture, donc une usine où tout est fait à la main, à Casalnuovo di Napoli, qui est la ville des tailleurs. Je crois qu'il y avait, je ne sais pas, je crois que 15% des habitants de Casalnuovo di Napoli, à une époque dans les années 50, étaient tailleurs. C'est vraiment un temps. Bien, chez les frères Atolini, Massimiliano et Giuseppe Atolini, qui sont des amis qu'on connaît bien, c'est une manufacture, mais c'est à tomber par terre, tellement c'est beau, tellement c'est... Alors c'est très cher, hein, évidemment, tout est fait à la main, il n'y a pas une seule machine, mais... Ce que tu viens de dire s'applique aussi. Ils travaillent en îlot, à 5 ou 6 personnes, en rond, et la personne qui fait des poches ne fait que des poches. La personne qui fait des épaules ne fait que des épaules. La personne qui fait des revers ne fait que des revers. Et ça, pour la même raison que ce que tu viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un style maison. Alors pour eux, comme tout est fait à la main, c'est même pas des blocs, il y a un style maison, mais il y a cette répétition. Et on a comment dire, on a cette fausse croyance de dire que la répétition crée une sorte de mécanique qui devient barbante à la fin. Non, la répétition du geste crée l'excellence. Ah bah oui. C'est vrai en peinture. Mais en cuisine aussi. En cuisine, au piano. Les concertistes, ils travaillent des centaines d'heures. Donc c'est vrai dans tous les gestes dans lesquels l'être humain va amener vraiment quelque chose de différent, que ce soit avec une aiguille ou devant une machine à coudre, eh bien c'est effectivement important. Donc ça veut bien dire que
Mesdames, messieurs, ça ne veut pas dire que Julien va vous dire réfrénez vos envies. Non, 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 non. Vous allez avoir, faites-moi confiance, beaucoup plus de choix que vous l'imaginez même dans vos rêves les plus fous. Mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire, tout simplement. Si je viens en disant je voudrais un revers de 11 cm, tu ne sauras pas me le faire. J'ai le revers de 11, ça va. On peut. Alors, mais encore une fois, c'est très intéressant que tu le dises. Mon atelier principal, où je fais 95% de mon volume, est situé en Europe de l'Est, en Roumanie. En Roumanie. Oui. Là, je peux modifier les largeurs de revers un peu à l'envi. Alors, il y a des butées. C'est sûr que si on part d'un revers de 10, on peut le pousser à 11,5 dans un sens, ou on peut le pousser à 8,5 dans l'autre. D'accord. Donc, toi, 11, j'exagérais pas. Non, non, c'est possible. Mais tu vois, par exemple, j'en avais discuté à l'atelier, j'y étais au mois de mai, je ne peux... Eux, ils peuvent, ça les dérange pas, tu vois, que moi, je peux mettre en commentaire écrit le revers de, tu vois, 10, poussez-le à 12, c'est-à-dire au-delà de la jauge autorisée. Mais l'usine, en fait, elle s'en fout. Sauf qu'en fait, ils m'ont dit, ça pose des problèmes en chaîne, parce que pendant le montage, en fait, la gestion des embus, le calcul des précis des dimensions, il est faussé. Alors, un embut, c'est le supplément, l'excédent. Je le dis parce qu'il parle de l'embut comme si c'était un mot que tout le monde connaît. L'embut, c'est l'excédent de tissu que l'on cache, que l'on camoufle en cas de prise de poids éventuelle. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de quelques permet de donner le volume des manches et la tombée du col. Mais donc voilà, donc ça pose des problèmes après en production. Alors, si tu veux, avec cet atelier, je peux demander des revers assez différents. On a le cran parisien, on a le cran en pointe, on a des largeurs possibles. Voilà, on peut s'amuser. Et c'est un atelier quand même très industriel, si tu veux, avec différents grades de qualité, encore une fois, que je propose avec une grille de prix différente. Donc surtout semi-entoilé et entoilé, voilà les deux, ou entoilé fini-main, voilà. Mais il y a une grille de prix qui est assez large, avec un outil assez industriel, mais dont je peux moi vraiment choisir la qualité de production. Et après, j'ai par exemple un atelier en Italie, Sartena, qui est à côté de Venise. Eux, c'est un atelier beaucoup plus fin, beaucoup plus manuel. Ça doit être entre 30 et 50 personnes qui travaillent là-dedans. Eh bien, si tu veux, eux, je ne peux pas demander de modification de largeur du revers. Parce qu'en fait, eux, ils font un style à la Brioni, comme en 1990. Et très confortable. Voilà, exactement. Sublime, ça tombe toujours très bien. Sauf que le revers, il est comme ça et pas autrement. Le revers, il est avec une anglaise un petit peu basse, il fait 8,5 à 9. Et je ne peux pas demander 10 cm. Dans la fiche de commande, il n'y a pas cette case-là. Et si je leur écris en commentaire, ils ne vont pas le faire. Parce que ce sont des Italiens, et parce qu'ils considèrent que en fait, la beauté de leur geste, la beauté de leur travail, elle n'est pas dans ce genre de questionnement. En fait. Donc si tu veux, on peut avoir un travail très fin, avec une aiguille très fine, et en même temps, ils ne vont pas vouloir faire ça. Et en même temps, on peut avoir un atelier très industriel, qui vont accepter, d'ailleurs, l'exemple même étant beaucoup d'ateliers en Chine, parce que j'ai des collègues qui font de la demi-mesure en Chine. Bien sûr. Mais alors en Chine, vous envoyez un dessin, ils vous le font. Mais bon, ils n'ont pas la même... ils ont une main-d'œuvre qui est peu chère, donc ils peuvent peut-être passer du temps à développer des trucs à la demande. Bien sûr. Mais quand on fabrique en Europe, c'est quand même plus délicat. Ce que j'aime beaucoup avec Julien, mesdames, messieurs, c'est qu'au moins, on va directement au cœur du sujet. Je dis ça pour quelque chose, et d'ailleurs c'est pour ça que j'apprécie tout. Bon, d'abord, on se connaît bien, on s'aime bien, on collabore, ça fait longtemps qu'on se connaît. Depuis, on a presque démarré ensemble. Donc c'est toujours un plaisir et une joie. On pourrait mettre les caméras et parler pendant 4 heures ensemble. Mais ce que j'aime bien avec Julien, c'est qu'il fait partie des rares personnes sur ce marché à ne pas se planquer derrière son petit doigt. Et par exemple, je m'élève toujours en disant voilà. J'ai eu récemment un échange un tout petit peu, comment dire, vif sur un commentaire YouTube de quelqu'un qui me posait la question, disons, où est fabriquée cette chose-là, parce que sur leur site, ils ne disent pas où c'est fabriqué. Alors, et moi je dis, c'est pas un crime de fabriquer overseas, comme on dit en Chine. C'est pas un crime de fabriquer en Roumanie, parce que d'ailleurs l'usine dont tu parles est très célèbre, il y a beaucoup de gens qui font fabriquer là, ils font du très bon travail. C'est pas non plus un crime de fabriquer encore au Portugal, en Italie, que sais-je, ou même dans d'autres pays. Ce qui, moi, me gêne, c'est quand l'opacité vient se mettre au milieu de tout ça. Beaucoup de jeunes ateliers, et certains sont très bons, font l'erreur de mettre tout l'accent sur les tissus. Nous travaillons avec les meilleurs drapiers italiens qui ont une histoire bicentenaire et l'atelier blablabla, bla, 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 mais qui, en fait, et après disent « nous sommes fabriqués en Europe ». Alors, généralement, quand on dit « fabriqués en Europe », ça veut dire en Europe de l'Est. Voilà. Et je trouve ça, moi, alors,
c'est peut-être parce que je suis devenu un vieux con, mais j'aime bien la transparence. J'aime bien le fait de dire, et là vous êtes tranquille chez Julien. Julien dit, voilà, j'ai une gamme avec 3 niveaux de gamme différents qui s'est fabriquée en Roumanie, dans une usine qu'on connaît fort bien, qui fait du très bon travail, qui est d'ailleurs dirigée par un Français. Et j'ai une petite mesure un tout petit peu plus subtile, on va dire, un petit peu plus sophistiquée, mais avec... des limites, qui est faite en Italie. Et moi, j'aime bien ça, parce que je trouve que c'était un peu la méthode de Sud Supply au début. Sud Supply, qui font fabriquer en Chine, comme tout le monde le sait, ils s'arrogeaient un peu l'histoire des drapiers italiens. Ils en faisaient des tartines sur la famille Canonico, sur Drago. Et je trouve que c'est presque une usurpation d'identité, parce que, en fait, les drapiers, on peut tous avoir accès à peu près à tous les drapiers. Tout le monde c'est celui-là, oui. Celui-là, voilà. Et que je trouve que c'est... Voilà. Donc, demandez où c'est fait, et ce n'est pas un crime. Il y a des usines en Chine qui font du très bon travail. Bon, personnellement... Je suis plus sensible, moi, mais alors c'est peut-être une forme de patriotisme un peu, des relents de patriotisme qui me restent, de le faire quand même en Europe. Et puis moi, j'aime bien l'Italie, même si j'ai absolument rien contre la Roumanie. Donc tout ça me pose pas de problème particulier, mais n'hésitez jamais à poser la question. Et vous savez, mesdames, messieurs, quand on hésite à vous donner la réponse, ça veut dire qu'il y a quand même, ça dénote d'un certain état d'esprit. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Bah oui, aussi. complètement. Pourquoi ? Mais pourquoi le cacher ? Enfin, après qu'on ne veuille pas tout expliquer, parce que c'est délicat et ça rend le disque. Ça peut perdre en plus le client, parfois, quand on explique trop de choses. Et en plus, les gens peuvent interpréter à l'envers de ce que l'on a dit. Bien sûr. Ça m'est déjà arrivé sur les forums de voir des choses écrites qui étaient l'envers de ce que j'avais dit, moi. Donc, il ne faut pas trop en dire, mais enfin, il ne faut pas non plus cacher les choses. Voilà. Et la demi-mesure, ce n'est pas du bespoke. C'est un vêtement fait sur mesure qui est envoyé soit dans un atelier en Italie, soit dans une usine en Roumanie en ce qui te concerne, soit avec nos copains de chez The Honors, on a fait une émission en anglais récemment, eux ils travaillent au Portugal, on a d'autres amis qui travaillent dans d'autres pays. Vous savez, le juge de paix, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est la coupe, et c'est la qualité, et c'est surtout la régularité. Et ça, c'est une question qui est absolument fondamentale. Alors, pour revenir une dernière fois à mon sujet originel, c'est de dire donc, on peut quand même quasiment tout te demander. Hormis quelques limites très particulières. Dans tous les classiques, je peux tout faire des classiques, oui. Ça c'est sûr. Oui. Autant un Chesterfield qu'un costume croisé 602, autant une veste col-châle qu'une veste 3 boutons. Enfin, tout ce qui est le répertoire classique de Saviro des 70 dernières années, oui, je peux le faire. D'accord. Ce qui sort de c'est des créations de couturiers comme Gauthier ou comme voilà, mais bon. Voilà, c'est plus ton mode mais champ. Voilà, c'est plus le chant, exactement. C'est plus le chant. Ok. J'ai une petite dernière question. C'est juste pour parce que j'ai envie de le savoir. Je pense que je vais systématiser cette question à chaque interview que je vais faire. Quels sont les 2 plus beaux vêtements que tu as fait cette dernière année ? Alors ça, c'est une question qui nécessite un peu de réflexion, par contre. Est-ce que ça a quelque chose, un vêtement qui t'a marqué, quelque chose que vraiment tu t'es dit, j'ai fait du bon travail. Alors il y a un manteau j'ai fait un manteau pour un monsieur récemment, un Roumain d'ailleurs, c'est amusant, immense, c'est Hagrid, ce monsieur, il est très très haut, au moins peut-être 2,05 m, très costaud. Très grand. Et il a commandé un manteau en poil de chameau l'Europiana beige, donc vraiment la couleur non teintée du poil de chameau, avec un col marron, tu vois, un manteau croisé avec le col marron. Et le manteau était très long, très beau. Enfin, vraiment, c'est une pièce ostentatoire, comme on ne voit plus du tout nulle part. Et il était allé chez un concurrent qui ouvre des boutiques un peu partout et qui vient d'ouvrir sa 2e boutique à Paris. D'accord. Et dans cette boutique, on ne pouvait pas lui faire le col en velours. Donc, il est venu chez moi pour ça. Et donc, je lui ai fait ce manteau et c'était magnifique. Donc, c'était vraiment très, très impressionnant. Voilà. Donc, c'était l'ambiance très boulevardier, presque flaneur de la grande époque. Ah oui, ça faisait vraiment édouardien. Là, Donc, tu n'as pas un costume comme ça qui te vient à l'esprit ? Peut-être t'en fais trop. Ah non, on ne fait jamais trop. Non, mais après, c'est probablement lié à ma personnalité. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand la personne a le costume qui lui fait plaisir. Oui. Et ça j'essaie de l'expliquer à un client hier qui est revenu, qui venait grâce à toi, et qui essayait de me dire, mais vous, c'est quoi votre truc ? Et moi, je dis, attendez, moi, mon but, c'est de faire plaisir. J'ai des jeunes qui veulent du slim fit, genre Father & Son.
Mon plaisir, c'est de le refaire. Oui. Moi, je dis pas autrement. Oui. Par contre, ça sera plus beau parce que je l'aurais fait que chez Father Son. Évidemment. Voilà. Donc, mais il aura son pantalon slim fit, il aura sa veste tout près du corps, super courte. Mais ça, parce que ça me fait plaisir. Oui. J'ai le même jeune qui vient pour faire quelque chose de beaucoup plus brillant. Oui. Voilà. Par exemple, samedi, j'ai eu un jeune homme qui est revenu. Il était venu l'année dernière, qui vient de Suisse. Il m'avait fait faire un costume, mais le costume Gives and Hawks, si tu veux. Le cran d'anglaise bas. Oui. Il est très grand, mince. C'était un gris, dans un tissu un peu lourd. Donc, mais ça m'avait fait tellement plaisir de faire ce bas à 23, tu vois. Mais vraiment... Le costume années 80 à la papa. Tu vois. Ouais. Il avait le même âge que le client Father Son de la semaine d'avant. D'accord. Et en même temps, j'ai des messieurs qui ont 80 ans, qui veulent des vestes à la Bertheil, longues, larges. Voilà, ils veulent le confort. Je suis content de leur faire. Et en même temps, j'ai des messieurs entre deux âges qui veulent faire les vieux beaux. Et je leur fais des costumes jeunes, tu vois. Mais c'est ça qui me fait plaisir. C'est que, par contre, ça demande du temps. Ça, parce qu'il faut comprendre la personne qu'on a en face. Et ça, il faut que la personne, elle l'exprime. Et donc, mais ce qui me fait plaisir, voilà, il n'y a pas un costume. Mais chaque costume, quand la personne s'est bien exprimée et que j'ai bien compris ce qu'elle voulait, là, je suis content. En fait. 2023 va être une grande année de mariage ? Il paraît, c'est ce que disent les mairies, les traiteurs disent qu'ils sont déjà surbookés. Parce que c'est post-Covid ou parce qu'il y a des raisons particulières pour cette ça année 2022 était post-Covid, ça va être la logique. Bien sûr. L'année prochaine, je ne sais pas. Il y a eu pas mal de rencontres, moi j'ai l'impression. Après le Covid, justement. Ah oui ? Des couples qui se sont séparés, d'autres qui se sont formés. Et toi, tu le sens qu'il y a le carnet de commandes commence à se remplir pour 2023 on nous demande pas mal des pré-rendez-vous de découverte pour venir voir. C'est marrant, tu me disais ça en venant, parce que moi, tu me disais les gens se marient. J'ai plutôt l'impression, ou alors ils se remarient peut-être. Ah non, moi c'est plutôt c'est plutôt les primo, pas les primo-accédants, mais c'est les primo-mariés. Les primo-mariés qui viennent chez le tailleur. Parce qu'en fait, il sait tout le parcours. Je pense que quelqu'un qui se marie pour la deuxième fois, en fait, il a le même parcours que pour le vêtement, il relativise. Oui. Et donc, il sait que c'est pas le truc, c'est pas le Graal. Tu vois, j'ai compris. Et alors, j'ai une dernière question. Est-ce que les gens qui font un costume de mariée chez toi, est-ce qu'il arrive qu'ils reviennent pour des costumes business ? Très rarement, et c'est dommage. Ouais. Le marché du mariage est un marché du one-shot, comme on dit nous, entre nous, qui est un marché qui nous demande beaucoup. Parce que c'est des rendez-vous en amont, avant les commandes. Puis c'est le jour J. C'est des rendez-vous de commande plus longs, des rendez-vous d'essayage plus longs. Ils viennent avec une sœur, un témoin. Donc c'est quand même beaucoup d'investissement. Moi, j'ai des confrères qui font payer plus cher sans le dire. Mais parce qu'ils disent, mais c'est un mari, il me prend plus de temps, donc je le facture plus cher. Voilà. Bon, en même temps, ils ont raison. Ils mettent un petit premium parce qu'il y a du temps passé. Pourquoi pas ? Moi, je n'ose pas le faire. J'ai une grille assez transparente de ce point de vue-là. Mais c'est dommage. Oui, il n'y a pas de retour. C'est rare qu'il y ait un retour. D'accord. Bien. Merci Julien pour cette discussion toujours aussi délectable, sympathique, merveilleuse. Nous sommes deux passionnés. Vous avez devant vous, alors c'est un peu, comment dire, ça va lui faire drôle d'entendre ça, mais parce qu'il a une bonne vingtaine d'années de moins que moi, Julien, mais vous avez devant vous, mesdames, messieurs, les deux grands-parents du blog, de la blogosphère française, puisqu'il me semble que nous avons été, il faut qu'on regarde cette caméra-là, Sonia nous fait des grands signes derrière, pour terminer, que nous étions un peu les grands-pères de la blogosphère française, puisqu'il me semble que nous étions les deux premiers. Il y avait alors c'est toujours un blog qui s'appelait Faubourg Saint-Sulpice. Faubourg Saint-Honoré. Oui. Faubourg Saint-Honoré, absolument. Et personne n'a jamais su qui était ce monsieur. Non, ce garçon. Toi, c'était très bien, oui, je me souviens. C'était des petits billets un peu d'humeur, un peu sarcastiques. Ça s'est arrêté au moment où j'ai commencé à le lire, moi. Moi, ça s'est arrêté au moment où j'ai commencé à écrire. Oui. J'ai fait mes premiers pas sur Faubourg Saint-Honoré. Si cette personne est encore là ou nous suit encore, qu'elle nous mette un petit mot, parce que je me souviens, il signait avec ses initiales. FSH. Oui, je crois. Non, puis même, il avait DS, si je me souviens bien. Bref, il mettait jamais son nom. Et moi, j'avais commencé, avant de faire Parisian Gentleman, à commenter sur Faubourg Saint-Honoré. Et c'était et je me souviens, j'étais très stressé que mes commentaires soient publiés. Et puis après, j'ai créé Parisian Gentleman, et ça s'est arrêté. Mais, à part cette chose-là et quelques forums, bien sûr, ici et là, eh bien, je n'avais pas de souvenir. Il y a le chou. Ah ouais, mais le chou est arrivé après. Après. Puisque le premier article que le chou m'avait contacté, d'ailleurs, faisait un très bon travail, et je l'avais aidé. J'avais dit bienvenue au Chouan des Villes, d'ailleurs, comme j'avais fait bienvenue à Steve Collard. Donc, les deux grands-pères, alors il y en a un qui est un peu plus vieux que l'autre, de la blogosphère sartoriale, ont été contents de passer un bon moment une fois de plus avec vous.
N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Je demanderai à Julien de participer comme d'habitude au flux de commentaires s'il y a des questions spécifiques qui lui sont posées. D'ici là, on vous donne rendez-vous. Julien, on va te revoir beaucoup puisqu'on a encore une bonne dizaine d'épisodes de tes chroniques Histoire sartoriale sur notre chaîne Discussion sartoriale. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous et j'espère que tu reviendras assez vite. Merci. À bientôt les amis, au revoir. Au revoir.